Vous serez profondément surpris par l'ampleur et la gravité des révélations qui émergeront à la fin de cette affaire. Lors du procès de Sean Diddy Combs, personne ne s'attendait à ce que le témoin suivant se présente vêtu d'un costume bleu marine, avec un badge dissimulé sous son revers. Mais lorsque l'ancien agent du FBI, Mark Alprin, s'est avancé à la barre, la salle est devenue complètement silencieuse. Ce qu'il a révélé allait bien au-delà d'un simple scandale. Il a exposé un réseau, un système de protection si profondément enraciné qu'il atteignait les plus hautes sphères du pouvoir aux États-Unis. Oui, il a nommé Barack Obama l'homme que beaucoup considéraient comme un symbole d'espoir désormais prétendument lié à des faits, des grâces et une protection impliquant Diddy. Selon Alprin, la véritable raison pour laquelle Diddy était resté intouchable pendant des décennies n'avait rien à voir avec de bons avocats, mais plutôt avec son utilité pour les puissants. Ce qui a suivi fut un témoignage mêlant politique, religion, industrie musicale et un réseau silencieux de contrôle construit depuis les années 1990. La salle d'audience était pleine, mais plus personne ne respirait. Pas quand les portes arrière se sont ouvertes et qu'un homme en costume sombre, muni d'une mallette, est entré. Aucun nom n'a été annoncé, aucune lettre de créance lue à haute voix. Le juge a simplement hoché la tête. C'était le signal. Ce n'était pas un témoin ordinaire. C'était quelqu'un qui opérait dans l'ombre, quelqu'un ayant un accès bien au-delà de tout ce dont un journaliste ou détective privé pourrait rêver. Il était simplement appelé « agent spécial ». Il avait rédigé un rapport en tant qu'agent fédéral de haut rang ayant travaillé pendant des décennies au sein des divisions du crime organisé et de la corruption politique du FBI. Et aujourd'hui, pour la première fois, il témoignait sous serment au sujet d'un homme, Sean Diddy Combs. L'agent s'est assis, a ouvert sa mallette et a placé un dossier noir sur la barre des témoins. Il n'a pas regardé Diddy, assis à la table de la défense, le visage impassible et les doigts fermement serrés. Il n'a pas non plus regardé le jury. Il a simplement déclaré. Je traque M. Combs et son entreprise depuis plus de 20 ans. Ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que nous sommes enfin autorisés à en parler. Le juge lui fit signe de continuer. L'agent a témoigné que le FBI avait ouvert des enquêtes préliminaires sur Combs dès la fin des années 1990. Les signaux d'alerte étaient déjà là. Il a déclaré. Nous avions des transactions financières incohérentes, des faits privés connectés à des réseaux de trafic connus, des connexions à l'étranger menant à des sociétés écrans criminels. Et pourtant, chaque fois que nous nous rapprochions, les portes se fermaient. L'agent a évoqué un cas spécifique survenu en 2001, une opération d'infiltration internationale sur le blanchiment d'argent impliquant une filiale européenne de Bad Boy. Les preuves pointaient directement vers les équipes financières de Diddy. Des comptes étrangers falsifiaient des factures, des sociétés écrans au Luxembourg et à Belize masquaient les flux d'argent. Mais lorsqu'il a fallu demander des mandats, l'ordre a été refusé. C'est la première fois que j'ai compris, a déclaré l'agent, qu'il ne s'agissait pas simplement de protéger une célébrité. C'était de l'ingérence fédérale. Des murmures ont parcouru la salle d'audience. Je ne veux pas paraître conspirationniste, a poursuivi l'agent, mais ce n'était pas une panique de police locale. C'était une décision prise d'en haut, au niveau de Washington. On nous demandait de nous retirer. Des dossiers ont disparu. Des témoins ont été réaffectés. Des enquêteurs déplacés. Au début, ils ont cru à une coïncidence. Mais ce ne l'était pas. L'accusation a ensuite présenté une chronologie des enquêtes bloquées, allant de 1999 à 2013. Chaque fois que Diddy était lié à une activité criminelle, trafic, agression, fraudes électroniques, soit un témoin clé disparaissait, soit un blocage fédéral gelait l'enquête. Un juré semblait visiblement abasourdi. Une femme dans la galerie a halté et s'est couverte la bouche. Puis, la bombe est tombée. En 2003, l'agent a déclaré. Nous avions des raisons de croire que M. Combs opérait sous la protection d'un informateur officieux, du genre de ceux qui ne sont pas enregistrés dans les registres publics. Ce genre de protection ne vient que de très haut. Et à l'époque, il n'y avait que 3 personnes au sein du gouvernement fédéral qui auraient pu l'autoriser. La pièce se figea. Et Diddy semblait savoir exactement qui étaient ces personnes. L'agent spécial, dont l'identité fut gardée confidentielle, se pencha en avant et s'éclaircit la gorge. C'est ici que l'histoire change. Il a déclaré que ce n'était pas seulement une question de crimes commis, mais aussi de ceux qui avaient permis que ces crimes continuent. Et cela nous amène à la relation de M. Combs avec les personnalités politiques au plus haut niveau, en particulier Barack Obama. La salle d'audience est tombée dans un silence stupéfait. Même le juge leva lentement la tête, les yeux plissés. L'agent a rouvert le dossier noir et a présenté au jury une série de photographies. La première était une image granuleuse de 2005, où l'on pouvait voir Diddy debout aux côtés du sénateur Barack Obama lors d'une collecte de fonds à Chicago. La suivante, datée de 2007, montrait un événement privé et officieux à Washington D.C., organisé par un puissant groupe de pression ayant des liens étroits avec le Comité national démocrate.
Didi y était inscrit sous un pseudonyme, mais la photo montrait clairement sa présence et il n'était pas seul. Il ne s'agissait pas simplement de séances photos, expliqua l'agent. Il s'agissait de réunions, de rencontres à huis clos. Selon l'agent, M. Combs aurait été impliqué dans des opérations de partage de renseignements avec des agents de campagne, des échanges de faveurs, et la divulgation d'informations sur d'autres individus en échange de protection. La défense s'est levée d'un bond, criant « Objection ». Mais l'accusation a calmement remis des pièces à conviction, journaux de voyage, métadonnées de mai, et même une note interne expurgée faisant référence à une « réunion de liaison culturelle » impliquant « Beau » et des actifs de divertissement de grande valeur. Voici ce que nous savons, déclara l'agent, sa voix plus ferme. En 2009, peu après l'entrée en fonction de M. Obama, leur bureau a soumis une demande d'écoute téléphonique ciblant Sean Combs. Le but, intercepter ses communications avec plusieurs trafiquants de drogue connus qui blanchissaient de l'argent via des sociétés de production affiliées à Bad Boy. La demande fut refusée. La salle d'audience s'agita. Certains des témoins interrogés plutôt nièrent d'un signe de tête. L'agent tourna la page jusqu'à la dernière du dossier, un journal d'appel d'un bureau juridique affilié à la Maison-Blanche. Le nom était expurgé, mais l'horodatage correspondait exactement au moment où la demande d'écoute avait été retirée. Le juge demanda au jury de ne tenir compte d'aucune spéculation. Mais le mal était fait. Les implications n'étaient pas subtiles. Le timing n'était pas accidentel. Un homme sous surveillance fédérale avait, d'une manière ou d'une autre, obtenu suffisamment d'influence pour stopper une enquête du FBI depuis l'intérieur même du gouvernement. Nous n'alléguons pas que le président Obama a personnellement protégé M. Combs, précisa l'agent. Mais nous disons que son administration a créé un pipeline, une relation, et que cette relation a effectivement accordé à M. Combs une forme d'immunité pendant des années. Les journalistes griffonnèrent frénétiquement. Même la sténographe sembla suspendre sa frappe un instant, avant de reprendre. Ce n'était pas une coïncidence. Ce n'était pas de la chance. C'était une protection construite, calculée, rendue possible par une puissance bien plus grande que quiconque ne l'avait anticipé. Et ce n'était que le début. Le jury était désormais penché en avant, captivé, les stylos oubliés. L'agent spécial Redacted avait révélé une dimension du procès que personne, pas même les journalistes les plus intrépides, n'aurait osé imaginer. Mais ce qui s'est passé ensuite fit basculer l'atmosphère de la salle d'audience de la curiosité à la peur. L'agent brandit une dernière image. Ce n'était pas granuleux. Ce n'était pas un secret. C'était une photo haute résolution prise lors d'un dîner privé dans un domaine du vignoble de Martha S. Vineyard. Sur cette photo figuraient trois hommes, Sean Diddy Combs, l'ancien président Barack Obama et le révérend Al Sharpton. Ils ne posaient pas pour la presse. Ce n'était pas un événement public. C'était un rassemblement faiblement éclairé, organisé sur une propriété privée appartenant à un milliardaire de la tech lié à la fois à l'industrie du divertissement et à des sociétés de sous-traitance de la défense. Cette photo datait de 2014. Ils ont appelé ça un dîner de charité, déclara l'agent. Mais nous avons obtenu la liste des invités par des canaux autorisés par le tribunal. Ce qu'ils découvrirent, des noms liés à plusieurs enquêtes scellées, d'anciens agents de la CIA, des trafiquants d'armes sous sanction, et des représentants de TriStar Entertainment. Les rumeurs éclatèrent de nouveau. Le juge tenta de ramener l'ordre, mais l'agent poursuivit calmement. M. Combs n'était pas là en tant qu'invité ordinaire. Il était un intermédiaire, transmettant des informations des rues de New York jusqu'aux sphères les plus majestueuses du pouvoir politique. Et en retour, ses péchés furent pardonnés. Un juré laissa tomber sa plume. Puis vint l'histoire qui fit même plisser les yeux du juge. En 2012, selon le témoignage de l'agent, une opération de trafic avait été menée par le bureau du FBI de Miami. Un associé connu de M. Combs fut pris en flagrant délit, filles, drogue, comptes offshore, virements bancaires. C'était le genre d'affaire qui fait les gros titres. L'agent leva les yeux au ciel. 48 heures plus tard, le dossier était scellé. Les agents furent réaffectés. Le suspect, libéré. Et l'affaire, disparue. Comment cela avait-il été ordonné? Le procureur demanda. L'agent n'hésita pas. Un appel téléphonique est arrivé d'un poste situé au Capitole. C'est tout ce que nous savons. Aucun nom. Un seul appel, et tout s'est effacé. Il remit ensuite au tribunal des notes internes, des courriels d'agents exprimant leur inquiétude face à une interférence manifeste. Une phrase se détacha particulièrement. L'agent la lut à voix haute. Ne posez pas de questions sur pourquoi cela a été enterré. Réjouis-toi de ne pas être dans la salle. Puis vint peut-être la révélation la plus sombre. Il y a eu une période, en 2015, déclara l'agent, où nous avons surveillé de près les déplacements de M. Combs. Il se rendit en Haïti, en Colombie, puis sur des îles privées dans les Caraïbes. Au début, les agents crurent à des vacances, des activités récréatives,
mais des informations en provenance de partenaires étrangers suggérèrent tout autre chose. Il y aurait eu des rencontres avec des financiers affiliés à des cartels, des fêtes sur des yachts impliquant des mineurs venus du Brésil et d'Europe de l'Est. Une source affirma même que certaines jeunes filles avaient été informées qu'elles participaient à une audition pour American Idol. Le jury semblait visiblement ébranlé. L'agent referma le dossier. Pendant tout ce temps, il portait le masque d'un magnate, d'un philanthrope, d'un révolutionnaire. Mais derrière le rideau, il dirigeait un empire bâti sur la peur, le chantage, et l'immunité acquise par l'influence. Le juge demanda une suspension d'audience. Les gens quittèrent la salle lentement, beaucoup dans un silence stupéfait. Et pour la première fois depuis le début du procès, Didi semblait être un homme conscient que les murs se refermaient enfin. À la reprise, l'ambiance avait changé. Les spectateurs étaient silencieux, presque assourdis. Il ne s'agissait plus seulement d'un magnate de la musique sur le banc des accusés. Ce qui était en jeu, c'était l'illusion de la sécurité, de l'égalité, de la justice elle-même. L'agent spécial Redacted reprit son témoignage, d'un ton plus grave encore. Ce qu'il révéla ensuite glaça la salle. Nous avons des raisons de croire. Commença-t-il. Il évoqua alors l'existence d'une cage de bande de surveillance enregistrée dans diverses propriétés appartenant à M. Combs, remontant aussi loin que 2003. Ce ne sont pas des suppositions. Nous le savons parce que certaines de ces bandes sont brièvement passées entre les mains des autorités fédérales. Il actionna une télécommande. Un projecteur afficha une capture d'écran, une séquence horodatée provenant d'une salle de surveillance située dans l'une des maisons de Didi à Los Angeles. Cette image nous a été transmise par un lanceur d'alerte travaillant pour une société de sécurité privée aujourd'hui disparue, engagée par M. Combs lui-même. La salle de surveillance contenait plus de 30 moniteurs, chacun connecté à un lieu différent, chambre, couloir, piscine, studio privé. La majorité des caméras étaient cachées. Les personnes filmées n'en avaient aucune idée. Des murmures s'élevèrent dans la foule. L'agent poursuivit. En 2016, nous avons obtenu un mandat de saisie pour 3 disques durs censés contenir ces enregistrements. Mais lorsque nos agents sont arrivés sur les lieux, il s'interrompit brièvement. Un incendie s'était déclaré dans la salle des serveurs. L'incendie criminel fut confirmé. Le fait que notre bureau local ait reçu l'autorisation d'intervention moins de 20 minutes après le début de l'incident suggérait une fuite interne. Quelqu'un les a prévenus. L'agent poursuivit en décrivant le seul disque dur ayant survécu, miraculeusement récupéré dans un coffre-fort associé à une propriété à Porto Rico. Ces images, dit-il, montraient des interactions entre M. Combs et diverses célébrités, hommes d'affaires, et personnalités politiques dans des états d'extrême vulnérabilité. Certains semblaient ivres. D'autres étaient manifestement contraints. Le procureur demanda sans détour. Barack Obama figurait-il sur ces enregistrements? Non, répondit l'agent. Mais plusieurs de ses amis proches, donateurs et alliés politiques de son administration y apparaissaient. M. Combs les appelait par leur prénom. Il connaissait leurs secrets. Il a conservé les bandes comme moyen de pression. La salle d'audience resta figée. Puis l'agent ajouta une remarque glaçante, qui allait hanter le reste de la procédure. N'a-t-il pas simplement collectionné ces enregistrements pour flatter son ego? Il les utilisait comme une garantie. Un levier au cas où quelqu'un tenterait de lui couper les vivres. Ce soir-là, les grandes chaînes de télévision annoncèrent la nouvelle. Mais ailleurs, à Washington, à Los Angeles, dans des pièces verrouillées, des cellules de crise se rassemblèrent. Une seule question flottait dans l'air. Que savait-il réellement? Le lendemain matin, l'audience reprit sous haute sécurité. Des maréchaux fédéraux étaient postés le long des murs. L'atmosphère avait changé, une tension sourde, une peur lente, le genre de peur qui ne s'installe que lorsque la pourriture est bien plus profonde qu'on ne le croyait. L'agent spécial Redacted revint à la barre, tenant une enveloppe scellée. Il demanda au juge de l'ouvrir en privé. À l'intérieur, une note classifiée, portant l'entête d'une agence rarement mentionnée en salle d'audience, la CIA Central Intelligence Agency. Pour mémoire, précisa l'agent, ce mémo a été déclassifié spécialement pour ce procès. Il avait été rédigé en 2012 par un analyste senior de la division des opérations nationales de la CIA. Objet, actif de divertissement cible à haut risque. Le juge acquiesça et autorisa l'agent à résumer. À partir du milieu des années 2000, M. Combs a été identifié comme un influenceur culturel de grande valeur, avec un potentiel de manipulation nationale. Il avait été signalé par plusieurs départements en raison de ses liens avec des trafiquants d'armes connus, des banquiers offshore, des personnalités proches des services de renseignement en Europe de l'Est et en Afrique de l'Ouest. L'agent marqua une pause. La CIA ne l'a pas officiellement recruté. Mais elle a profité de sa proximité avec des cibles d'intérêt. Ces fêtes, ces événements, son cercle social constituait une mine d'or de données comportementales, le tout en échange d'un déni plausible.
Les communications de M. Combs avaient été autorisées à fonctionner avec peu ou pas d'interférence juridique. Vous dites que la CIA l'a laissé commettre des crimes, demanda le procureur. Je dis que l'agence trouvait ces opérations utiles. Elle ne les a peut-être pas sanctionnées, mais elle a certainement détourné les yeux. La partie suivante du témoignage fut encore plus accablante. L'agent brandit un registre notarié. Ce document contient une liste de virements effectués par des sociétés écrans affiliées à M. Combs. Parmi les entités impliquées, TriStar Entertainment, d'autres structures liées à la tutelle de Britney Spears. Les destinataires des paiements, des consultants politiques de haut niveau, des lobbyistes, et même une personne liée à une affaire de traite humaine dans les Caraïbes, une affaire mystérieusement effacée des registres du ministère de la Justice en 2015. L'implication était claire, Didi n'était pas un acteur isolé. Il faisait partie d'un réseau d'influence hautement financé et étroitement protégé, reposant sur le chantage et la circulation d'informations confidentielles. Une véritable guerre de l'ombre. Et alors que tout semblait avoir été dit, l'agent Redacted prononça une dernière phrase qui fit frémir le tribunal. Nous croyons qu'un des comptes offshore de M. Combs a été utilisé pour acheter des informations classifiées à un ancien sous-traitant de la NSA. Ce sous-traitant est aujourd'hui décédé. La salle explosa. Le juge tenta de rétablir l'ordre, mais même les avocats de la défense semblaient dépassés. Le témoignage de l'agent Redacted avait commencé par une simple phrase. M. Combs avait le numéro personnel du président. Un souffle de stupeur parcourut la salle. Enfin, il évoqua un événement survenu en 2014, à la suite d'un scandale impliquant des mineurs et des invités étrangers de l'industrie musicale. À ce moment-là, l'équipe d'enquêteurs fédéraux avait tenté d'intercepter M. Combs à son retour des Caraïbes, plus précisément de Saint-Barthélemy. Un drapeau rouge fut émis. Son jet privé devait être fouillé à son arrivée à Miami. L'agent a brandi un dossier du département de la sécurité intérieure. Ici, vous voyez l'alerte douanière, dit-il. Elle avait été diffusée pendant 37 minutes, puis avait soudainement disparu. Pourquoi ? Demanda le procureur. Parce que quelqu'un de l'administration Obama a appelé le DHS, répondit l'agent. L'appel avait duré 41 secondes. C'est tout ce que nous savons. Le numéro a ensuite été relié à un standard sécurisé utilisé par le conseiller juridique de la Maison-Blanche. L'alerte a disparu. L'affaire a été abandonnée. Didi est sorti de l'aéroport. Des images de surveillance intactes le montrent souriant alors qu'il monte dans un SUV noir. Nous avons appris plus tard, ajouta l'agent, que Didi avait fait don de $500 000 à un parti étroitement lié à l'effort de réélection de Barack Obama dans les 48 heures suivant cet appel. Le timing était accablant. La salle d'audience était plongée dans un silence stupéfait. Pas un mot, pas une toux, pas même le grattement d'un stylo. L'agent prit une inspiration. Je ne suis pas ici pour accuser l'ancien président, dit-il. Je suis ici pour démontrer que M. Combs avait un accès que personne d'autre n'aurait pu obtenir. Et il l'a utilisé pour se protéger, couvrir ses crimes et faire taire les victimes. Une vague de réalisation envahit la pièce. Il ne s'agissait plus seulement de Didi. Il s'agissait d'un système, d'une structure, d'un pipeline de pouvoir qui entourait les plus hauts échelons de l'influence américaine. Et la question flottait dans l'air comme de la fumée, qui d'autre savait ? Lorsque l'agent Redacted revint à la barre pour la 7e fois, les journalistes avaient déjà inventé un nouveau terme pour l'audience, le procès de la liste noire. Ce qu'il apporta ensuite était un document si explosif qu'il fut remis au juge dans une mallette ignifuge. Dans un dossier de 94 pages, le FBI appelait cela le projet Ghost Room. L'agent déclara au jury que c'était la police d'assurance de Didi. Le dossier Ghost Room fut découvert pour la première fois lors d'un raid en 2022 dans un entrepôt de stockage à Newark, dans le New Jersey. Caché dans un coffre-fort climatisé, dissimulé derrière une fausse façade commerciale, les agents y trouvèrent des dizaines de disques durs et des centaines de polaroïdes. Mais ce qui importait le plus était un dossier intitulé BL Archives protégées prioritaires. À l'intérieur, des notes manuscrites, des manifestes de vol, des photos de surveillance éditées et des conversations transcrites, dont beaucoup provenaient de microphones cachés installés dans des boîtes de nuit fréquentées par Didi entre 2004 et 2019. Parmi les noms retrouvés sur la liste figuraient des dirigeants d'Interscope, Roc Nation, Live Nation, et même 2 anciens assistants de la Maison-Blanche. Les clichés les plus accablants étaient en noir et blanc, montrant des individus dans des positions compromettantes, accompagnés d'horodatage, d'initiales et de mots-clés tels que « effet de levier »,« silence »,« vérifier l'utilisation ». Le but de ces archives ? Ce n'était pas du divertissement, expliqua l'agent. C'était du chantage. Il poursuivit. Chaque fois qu'un nouvel artiste résistait à une signature, ou qu'une faveur politique était nécessaire, M. Combs sous-entendait que des enregistrements existaient. Et les personnes concernées reculaient généralement. L'agent Redacted cita un cas de 2017.
Une star montante de la pop avait refusé de se produire à un événement organisé par Diddy. En quelques jours, des rumeurs de rupture privée étaient apparues dans les tabloïds. Peu de temps après, elle signa avec un label affilié au réseau de distribution de Diddy. Mais une entrée dans le dossier arrêta net le tribunal. Beaufroid plus RS tous gérés. Paiement confirmé. Don reçu. On pensait généralement que les initiales « Beau » faisaient référence à Barack Obama et « RS » à un dirigeant connu d'un studio d'enregistrement. Bien qu'aucun enregistrement direct du président n'ait été trouvé, il semblerait que les dons, les faveurs et l'influence aient fait partie d'un accord mutuellement bénéfique de longue date. Ce ne sont pas des allégations, conclut l'agent Redacted. Ce sont des schémas, des tactiques. Il ne s'agissait pas d'organiser des fêtes. Il s'agissait de bâtir un empire de l'ombre. Une nuit, une cassette, une faveur à la fois. Alors que le procès entrait dans son 8e jour, une atmosphère sombre régnait dans la salle d'audience. Ce qui s'était passé ensuite ne relevait plus de registres financiers ou d'écoutes téléphoniques. Il s'agissait de personnes. L'agent expurgé prit à nouveau la parole. Cette fois, avec un dossier en papier Kraft marqué « Dossier de témoins confidentiels refusé ». Il s'agissait de témoignages et de déclarations de personnes qui s'étaient manifestées au début de l'enquête, mais qui, pour diverses raisons, avaient choisi de ne pas témoigner publiquement. Il y a au moins 26 personnes, dit-il, qui nous ont fait des déclarations concernant leurs expériences avec M. Combs. Mais elles ont refusé de comparaître en raison de menaces, d'accords de confidentialité, ou par crainte de représailles. Il a commencé à lire des extraits. L'un d'eux provenait d'une ancienne chorégraphe qui avait travaillé dans le cercle intime de Diddy entre 2005 et 2012. Elle affirmait avoir été droguée lors d'une after-party, et s'être réveillée désorientée, avec des bleus qu'elle ne pouvait pas expliquer. Lorsqu'elle a tenté de le signaler, son agence l'a abandonné dans la semaine. Un autre témoignage provenait d'un mannequin masculin, alors âgé de 19 ans, qui avait été envoyé à Miami sous prétexte de participer à un shooting de mode. Selon sa déclaration sous serment, ce dans quoi il est entré ressemblait davantage à un cauchemar de type Eyes Wide Shut. Des caméras partout, aucun téléphone autorisé, et un gestionnaire qui lui a ordonné de ne pas parler, à moins qu'on ne s'adresse à lui. Mais le témoignage le plus dévastateur venait de quelqu'un simplement identifié sous le nom de CWW11. Cette personne affirmait avoir eu 17 ans lorsqu'elle fut présentée à Diddy par quelqu'un de son entourage. Sa déclaration disait « Je pensais que c'était un mentorat. Ça n'a jamais été ça. Il m'a dit que si je partais ou disais quoi que ce soit, ma famille le regretterait. » La salle d'audience resta figée tandis que l'agent lisait ces mots. Ce ne sont pas des gens qui font les gros titres. Ce ne sont pas eux qui ont des plateformes. Mais ils existent, et leur peur a permis que cela dure bien plus longtemps que prévu. Il brandit alors une liste. Les noms étaient expurgés, mais les dates et lieux correspondaient à des événements connus. Le juge demanda. « Quelle est cette liste ?» « Des victimes confirmées, répondit l'agent. Leur récit correspondait à plusieurs points de données de nos enquêtes. Au moment où il redescendit de la barre, personne dans la salle n'avait les yeux secs. Pas même le jury. Le dernier jour du témoignage de l'agent Redacted, la sécurité du tribunal fut doublée. Non pas en raison de menaces spécifiques, mais parce qu'ils anticipaient ce qui allait être révélé. Nous avons gardé la dernière preuve pour aujourd'hui, annonça l'agent, en dépliant une transcription scellée. C'était une transcription d'un appel téléphonique intercepté en 2015 entre M. Combs et une personnalité anonyme associée à un grand cabinet de lobbying de Washington. La transcription avait été vérifiée par plusieurs analystes et validée à l'aide d'un logiciel de reconnaissance vocale. L'agent marqua une pause, puis commença à lire. « Ne le dites pas. Mais j'ai fait ma part. J'ai apporté les dollars. J'ai fait venir les artistes. Nous avons rendu 5 circonscriptions bleues lors du dernier cycle. Si je tombe, certains d'entre vous m'accompagnent. » L'agent leva les yeux. Cette voix était celle de M. Combs. Et il ne parlait pas seulement de musique ou de fête. Il faisait allusion à des contributions de campagne, à la mobilisation des électeurs, et peut-être même à une falsification électorale par l'influence des célébrités. La salle explosa. L'idée que la stratégie électorale d'un président en exercice ait pu être entachée même indirectement par l'un des individus les plus controversés actuellement jugés, provoqua un véritable choc. Un juré murmura, à voix basse. « Bon sang !» L'agent conclut. Diddy n'achetait pas seulement le silence. Il achetait de la notoriété. Et la monnaie d'échange, c'était votre vote. Il se retira. Le juge suspendit l'audience. Et, d'un seul coup, le procès, qui avait commencé comme un simple scandale de célébrité, devint peut-être le chapitre le plus sombre de la mémoire politique moderne. Une affaire judiciaire qui pourrait enfin avoir révélé la corruption qui régnait à huis clos depuis des décennies. La question maintenant, combien de noms supplémentaires figurent dans cette liste noire ? Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos et révélations à venir.
Dites-moi en commentaire de quel pays vous me suivez ou j'aimerais vraiment savoir jusqu'où cette histoire résonne.